Bonjour, c'est Evan. Et moi, c'est Antonin. On vous fait cette petite vidéo rapide pour vous présenter notre projet Appel contre Appel. Donc l'idée, c'est, à travers des vidéos, plutôt en format long, de vous présenter des points du monde du football qui nous paraissent intéressants ou pertinents. Ça peut être aussi bien des points directement liés au jeu, comme le poste de coach, l'économie dans le monde du football. Ou alors des choses un peu plus larges, comme par exemple les liens entre le football et la musique, ou les liens entre le football et les différents mouvements queer. À chaque fois, on va recevoir un invité pour mieux comprendre et mieux parler des thèmes abordés dans l'émission, via des exemples, des anecdotes, des blagues aussi, des fois ça peut nous arriver. Souvent même, ça nous arrive en vrai. Et puis aussi, vous retrouverez sur tous nos réseaux des formats courts, pendant lesquels on revient plus en détail sur certains points, comme par exemple l'histoire de You'll Never Walk Alone, ou encore des méthodes de captation. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez commencer à nous suivre sur tous les réseaux qui seront dans la description, donc Instagram, TikTok, etc. Et pour la diffusion, ça sera sur YouTube pour la version filmée, et sur les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify pour la version podcast. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner dès maintenant, ça arrive. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première édition, ce premier épisode de Appel contre Appel, notre émission sur le football. C'est la première, et pour la première, invité exceptionnel, je dirais ça à chaque émission, je préviens tout de suite. Aujourd'hui, on reçoit Gaëtan Roussel. Bonjour Gaëtan, comment ça va ? Ça va bien, bonjour à tous les deux. Ravi d'être là pour la première. Merci pour l'invitation. Merci à toi de nous honorer de ta présence. Alors, je vais le dire tout de suite, comme ça c'est fait. Tu es mon père. Exactement. Donc voilà, comme ça, l'abcès est crevé, on n'a pas besoin de... On peut oublier maintenant, on n'a plus besoin d'en parler, mais tu es mon père, voilà. Mais malgré tout cela, j'ai une première question pour toi. Dis-moi. Qui êtes-vous, monsieur ? Alors moi, je m'appelle Gaëtan Roussel, je fais de la musique, je suis chanteur, compositeur, auteur, en groupe avec mes camarades de Louise Attaque, et aussi en solo. Et puis j'écris pour d'autres, j'ai écrit pour Vanessa Paradis, pour Oshi, pour Louane, pour Alain Bachung. Voilà, et je fais de la musique depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Et du coup, vu qu'on est là pour parler football, Gaëtan, je vais te demander quel est toi le premier souvenir qui te lie au foot, le premier qui te vient en tête ? Le premier qui me vient en tête, c'est peut-être quand j'avais une petite dizaine d'années. J'habitais dans le Tarn, pour être précis, dans un petit village, petite ville qui s'appelait Marsac-sur-Tarn. Très mignon, j'y suis allé une fois. Voilà, oui, très, très joli petit village. Et en fait, je vous l'apprendrai pas, la Coupe de France commence souvent assez tôt, avant même qu'on ne le sache, par des tout petits clubs qui jouent les uns contre les autres. Et petit à petit, rentrent les grandes équipes. Et à cette époque-là, Marsac-sur-Tarn avait réussi sans doute à passer 2-3 tours et était qualifié pour aller jouer contre une équipe de banlieue toulousaine. Et on avait rameuté tout le village pour râler voir Marsac malheureusement perdre. Pas de beaucoup dans mon souvenir, mais c'était extraordinaire. Donc ça, c'est mon premier souvenir de vécu, quoi. Okay. Voilà. Après, j'en ai d'autres, parce que moi, je suis celui qui a vécu la demi-finale de 82 perdue par les Français. Mais ça, c'était sans doute un tout petit peu avant. Ok. Et donc, du coup, ça, c'est tes premiers souvenirs. Et oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais de ton lien avec le football? Est-ce que tu regardes, tu suis beaucoup ou c'est un peu plus loin C'est un petit peu plus loin maintenant. Je suis un petit peu parce que je suis depuis des années abonné. Je suis parisien depuis des années, moi, d'adoption. Et j'ai pris des abonnements au PSG il y a une quinzaine d'années. Donc j'y vais de temps en temps. Je regarde un petit peu le foot anglais parfois, l'équipe nationale jouer, en particulier quand il y a de l'enjeu, donc les Coupes du Monde, des choses comme ça. Voilà, mais je suis moins pointu et je regarde, je suis moins précis maintenant sur le football. Je suis moins qu'à une certaine époque et j'y joue plus du tout. Oui, Okay. parce que on peut le dire aussi, c'est vrai que on l'a pas encore évoqué, mais tu as joué à un niveau assez élevé jusqu'en régional dans ta jeunesse. Voilà, exactement. À l'époque, on comptait pas en U10, U12 et tout ça, ou U14. On comptait, je sais pas si vous connaissez ces termes, les pupilles, les poussins, les benjamins, les cadets. Ouais. Voilà. Et donc jusqu'à peut-être cadets. Et en particulier en minime, donc je devais avoir entre 14 et 16 ans, ou 16 et 17, j'ai joué, oui, en régional. Donc j'aimais bien, moi je regardais le foot, le ballon rond, c'était ma vie, hein. Je me levais à 8h du matin et je jouais au foot tout seul. J'ai gagné énormément de Coupes du Monde dans ma chambre avec comme ballon une petite chaussette. Et voilà, j'ai souvent soulevé ce trophée. Et donc j'aurais adoré, puis un jour le ballon est arrivé jusqu'au placard et la guitare entre mes mains en bandoulière. Mais j'avais des envies. Je regardais à l'époque, on n'habitait pas très loin d'Auxerre, qui est un gros centre de formation. Puis c'était la grande époque de Giroud. Oui. Et voilà. Donc, on a le droit de rêver à tout âge, en particulier quand on a un ballon dans les pieds et qu'on a 12-13 ans. Donc, je regardais ça avec de grands yeux. Puis, c'est pas ce qui m'est arrivé. Du coup, quand tu jouais dans les sections enfants, c'était pas pour Marsac-sur-Tarn, pardon.
Je l'ai joué un petit peu à Marsac. Puis en fait, moi, ma jeunesse a été faite de 2 ans en 2 ans parce que je suivais mon père qui était dans l'éducation nationale. Donc j'ai joué à Marsac-sur-Tarn, j'ai joué à Aubenas, j'ai joué à Gien qui était dans le Loiret. Donc j'ai joué dans pas mal d'endroits. Et là où j'ai pu un petit peu toucher un niveau un tout petit peu plus... on va dire technique, en régional, c'était quand j'habitais à Gien. Donc, c'était dans le Loiret. Je jouais pour l'équipe du Loiret. On avait fait... il y a 6 départements dans la région Île-de-France. Donc, je jouais à ce niveau-là. Voilà, à cette époque-là. Donc, j'ai fait plusieurs clubs dont j'ai sans doute les maillots quelque part. J'avais un magnifique maillot d'Aubenas qui était sponsorisé par les œufs Masdauge. Et d'ailleurs, en parlant de maillot, il me semble que tu nous as amené un maillot. Ah oui. C'est le moment de la présentation du maillot. Je l'ai là, ce maillot. Alors là, fermez les yeux, réouvrez les yeux. Nous sommes le 3 juillet 98. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière fois que l'équipe de France a joué avec ce maillot, c'est-à-dire en blanc, sans l'étoile. Parce qu'après, ils ont gagné la Coupe du Monde, je ne vous l'apprends pas, en 98, et ils ont eu une étoile. Et c'est la dernière fois qu'ils l'ont porté, puisqu'en demi-finale contre la Croatie et en finale contre le Brésil, ils jouent en bleu. Alors qu'en quart de finale contre l'Italie. En quart de finale contre l'Italie, ils jouent en blanc. Donc, c'est ce maillot-là que j'ai récupéré. Si vous voulez, je vous raconte l'histoire vite fait. Donc, attends, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à ce match-là, j'y étais. Oui. Donc, j'ai vu Di Baggio tirer sur la barre. Voilà. Virage opposé, mais je l'ai quand même vu. Donc voilà, et en fait, pour la petite histoire, ce maillot, je ne l'ai pas acheté ce jour-là, je ne l'avais pas à cette époque-là, mais j'étais en tournée avec mes camarades de Louise Attaque, et un jour, en Belgique, on fait un concert, et après le concert, on rencontre quelques personnes qui étaient venues au concert, et je vois un jeune homme avec ce maillot. Et je lui dis, c'est pas possible, ce maillot, il faut qu'on trouve une idée, il faut que je te le rachète, il faut qu'on le troque. Et je l'ai troqué comme un pauvre t-shirt Levi's que j'avais. Et voilà, et il me l'a gentiment laissé. Donc voilà, c'est le maillot que j'avais envie de vous montrer, pour lequel plutôt j'ai beaucoup d'affect. Et quand même, dernière fois qu'ils ont joué avec. Et puis il est magnifique. Il est magnifique. Il est vraiment beau. Voilà. Et d'ailleurs, ça nous fait une parfaite transition, cette histoire de souvenirs de Coupe du Monde, parce que donc, le sujet aujourd'hui, c'est le rapport entre le football et la musique. Ouais. Vu que tu parais très qualifié pour ce sujet-là. Hein. En tout cas, c'est 2 mondes que je connais un petit peu. C'est ça. Et donc, c'est vrai que un des premiers thèmes, un des premiers sujets qu'on voulait aborder, c'était donc cette histoire de souvenirs de Coupe du Monde. Parce que je pense que, et toi, Evan, on peut penser à un moment de Coupe du Monde, à un souvenir, à un but, une action, un raté, une défaite, une victoire, n'importe quoi. Et je pense que si on tire sur ce souvenir, très vite, vient une musique. Ah ouais. Et je voulais parler de cette idée-là de, est-ce que vous avez comme ça un lien entre un souvenir, une musique. Si je vous dis Coupe du Monde, c'est quoi la première chanson qui vous vient en tête, vous ? Déjà, je pense que ça sera pas la même vu qu'on est de 2 générations différentes. Tout à fait. Moi, ça sera par exemple beaucoup plus récente. Moi, ça va être très classique. Moi, ça va être le Waka Waka en 2010 ou le Ramener la coupe à la maison de VG Dream en 2018 où en plus on gagne à la fin et qui tous nous a marqué, je pense, à notre échelle en 2018. Clairement. Et toi, Gaëtan, je sais. Le Waka Waka, les 2 que tu as, évidemment, je les ai. Et est-ce qu'il n'y a pas un chanteur américain du Sud qui a fait une chanson, comment il s'appelle, très connue, qui en a chanté une un peu plus tôt encore, mais que j'ai pas en tête, j'ai pas révisé. Pour quelle Coupe du Monde ? 98, Ricky Martin, la oui, Copa de la Vida. Oui, c'est ça, voilà. Oui, la Copa de la Vida. Voilà, c'est celui-là qui me reviendrait. Parce que pour être honnête, autant j'ai quelques figurines qu'ils avaient et les mascottes qui me reviennent, autant par exemple moi qui suis un enfant de 82 ou 86, j'arrive pas à remonter le fil de la musique parce que ma mémoire me fait défaut, parce qu'il y en avait sans doute une. Il y en avait une parce que la toute première chanson officielle de Coupe du Monde, alors c'est pas une chanson officielle de la FIFA, c'est une chanson officielle des organisateurs, c'est 62. Au Pérou, elle rock del mondial, la chanson qui s'appelle. Et ensuite, à partir de là, les chansons de Coupe du Monde deviennent un peu plus présentes. Il y en a une par édition en général, mais qui, jusque dans les années 90, enfin jusqu'à 90 du coup, c'est des chansons qui sont choisies par les organisateurs, par la fédération du pays qui organise, qui choisit une hymne en disant, donc ils vont souvent chercher dans les classiques de leur pays, ils prennent quelqu'un et à qui ils demandent d'écrire. Soit ils lui demandent d'écrire, soit ils lui demandent carrément une chanson qui est sortie. Existe des exemples, 70 ou 74, il y en a une des deux, je crois que c'est 70 au Mexique, où justement la chanson n'est pas écrite pour la Coupe du Monde, mais par contre c'est un artiste local dont le nom m'échappe malheureusement,
à qui ils ont demandé une chanson pour utiliser. Et les premières vraies chansons, c'est 90. Et surtout, le tournant, c'est 94. Parce que 94, c'est la Coupe du Monde aux États-Unis. Et donc, c'est à l'américaine. Le choix à l'américaine. D'ailleurs, c'est l'apparition, je crois, des cérémonies de clôture ou de fermeture, Evan, c'est quelque chose comme ça. Il me semble que c'est l'apparition des cérémonies de clôture de Coupe du Monde. Donc avec le classique défilé, machin, on présente le vainqueur, tout ça. Et en fait, c'est un peu 94, c'est un peu la première édition de Coupe du Monde où ils ont un peu créé un marketing autour de cette Coupe du Monde avec une cérémonie d'ouverture assez grandiloquente, mais qui a eu quelques ratés dont on va pouvoir reparler. Avec une super anecdote sur la cérémonie d'ouverture que je vous raconte juste après. Une très très belle anecdote. Et oui, donc il y avait aussi également le concert des 3 ténors italiens avant la veille de la Coupe du Monde, qui a eu lieu après sur quelques éditions encore, où ça a été un peu un fil rouge culturel, un petit rendez-vous avant la Coupe du Monde. Et il y avait vraiment tous ces événements qui faisaient que, à partir de 94, la Coupe du Monde est vraiment un événement marketing au-delà du football. Et on va en parler justement, mais ça ne tend qu'à évoluer de plus en plus dans ce secteur-là au fur et à mesure du temps. On en a encore eu des preuves récemment avec d'autres compétitions que la Coupe du Monde, mais il y a vraiment cet esprit des organisations, notamment la FIFA et l'UEFA, depuis plus de 30 ans maintenant, de créer tout un marketing autour de... Et le produit dérivé, alors. Oui, complètement. C'est ça. Et la première étape du produit dérivé, parce que c'est vrai qu'on en parlait juste avant, cette histoire de souvenir. La musique, ça marque. La musique, c'est la bande de son de notre vie, un peu. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a toute une évolution du marketing à partir de 94 et même avant et après, avec notamment beaucoup la place de la musique. Par exemple, je pense au fait que pendant la dernière finale de la Copa América, donc ça doit être en 2024, je crois, quelque chose comme ça, à la mi-temps, il y a eu un concert de Shakira, qui est quelque chose de... C'est pas une première en Amérique du Sud, mais par contre, c'est vrai que nous, Européens, ça nous paraît un peu lointain, cette histoire. Parce que, par exemple, si vous avez regardé la finale de la Ligue des Champions 2025, il y a un petit concert au début qu'on a à peine vu, et après, on n'entend pas parler de musique jusqu'à la fin. Il n'y a pas la mi-temps, la musique et tout, il n'y a pas ça du tout. C'est un truc qui est plutôt américain, du Nord évidemment, le Super Bowl, mais aussi vachement en Amérique du Sud où ils développent beaucoup. Ils font venir souvent des groupes d'une des deux équipes, voire même ils font venir un groupe de chaque pays pour les deux équipes, pour les compétitions internationales. Et les deux groupes jouent avant et ça fait tout un truc sympa, mais ça fait vraiment partie de quand on achète son billet, on va voir un match de football, mais on va aussi voir un concert. On va voir un spectacle, c'est ça. Alors qu'en Europe, moins. C'est le cas aux États-Unis pour le basket. Il y a toujours un concert à la mi-temps, c'est-à-dire pas au bout de 2 quarts-temps. La vraie mi-temps, je sais pas comment on l'appelle au basket. Il y a un concert. Je crois tout le temps. À chaque fois que j'ai eu cette chance-là de voir un match de basket aux États-Unis, il y avait ce côté spectacle aussi à travers la musique. Un groupe présenté souvent assez connu. Oui, et même au début des matchs d'ailleurs en NBA, il y a toujours un chanteur local un peu connu qui chante l'hymne américain, etc. Et oui, non, c'est très très présent en Amérique du Nord, le fait de combiner le spectacle et la musique. Maintenant, d'ailleurs, les événements sportifs américains sont plus des événements spectaculaires et culturels que sportifs, où c'est vraiment mis au second plan, quoi. Mais de toute façon, il y a au moins 2 choses communes entre la musique et le foot, et en général le sport, mais entre la musique et le foot, c'est les émotions communes que ça peut créer, et aussi les souvenirs, moi je trouve, les souvenirs collectifs qu'on a tous ensemble. C'est vrai en musique, et c'est très très vrai, je trouve, quand on va, si on reste sur le football, quand on va au foot, même quelqu'un qui apprécie pas forcément le foot, va revenir avec des images, est impressionné par ce stade, par cette ambiance, par le collectif. Donc ces 2 choses-là font que c'est assez facile de les associer, je trouve, de manière heureuse ou pas. On peut en débattre, ça dépend les goûts, mais de manière générale, c'est assez simple, je trouve. Et c'est vrai que ça, peut-être, ça va creuser ça alors en Europe ou en France, parce qu'il y a des DJ avant un match, mais c'est plus de l'animation que de la singularité. Il y a plus, tu sais pas si c'est l'ambiance du stade qui est là, parce qu'il y a toujours un peu de musique et de bruit, ou si c'est quelqu'un qui est venu raconter quelque chose et qui est mis en avant. Il y a toujours un petit DJ quand même. Il y a toujours avant. Il n'y a pas un truc présenté comme tel. Non, avant tous les matchs du Paris Saint-Germain, il y a un DJ set avec les mêmes chansons partout. Oui, je pense que c'est vrai partout. C'est l'exemple que j'ai, c'est ça, mais je pense que c'est vrai partout. Mais oui, mais c'est vrai que je pense que ça va se développer parce que c'est ce que tu disais, puis c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur cette histoire que maintenant, tu achètes un billet. Les places pour les matchs de football, notamment les gros matchs de football, sont de plus en plus chères. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Et je pense qu'il n'est pas impossible que certains organismes qui organisent des matchs de football pensent à pallier à ce problème de prix, pas en baissant le prix, mais en augmentant ce que tu obtiens par le prix. Et ça peut passer via un concert avant, après. Pour le même prix, tu as plus de choses, une proposition plus grande. C'est par exemple l'idée. Moi, c'est vraiment pour moi l'exemple ultime, c'est vraiment le Super Bowl où certes, tu vas pour le match, mais en vrai de vrai.
tu vas pour le concert, tu vas pour l'ambiance, il se passe toujours un truc. Enfin, c'est à l'américaine, il y a toujours du bruit, toujours de de la musique. C'est un vrai spectacle. De toute façon, il y a un spectacle même de danse, le spectacle du Super Bowl. On se demande toujours, même quand on est un peu loin du foot américain, on se demande quand même qui va venir animer la mi-temps du Super Bowl. On a envie de le voir, on a envie de voir le spectacle. Surtout que pour nous, en tant qu'Européens qui ne sommes pas attachés à ce sport qu'est le foot américain, la plupart des gens qui regardent le Super Bowl, c'est pour le concert de mi-temps. Donc la musique prend sa place, mais complètement. Regardez, la musique a pris sa place avec Louane, qui était notre candidate et notre représentante pour l'Eurovision, quand elle est allée chanter à la mi-temps d'un match de rugby. C'est un autre sport, mais il y avait cette présence-là, il y avait cette idée de dire, regardez, l'équipe de France de rugby joue, et à la mi-temps, on vous présente la personne qui va représenter la France à l'Eurovision. Il y a cette démarche-là. Donc, et c'est vrai que ça peut être une proposition qui est englobée dans des tarifications qui augmentent, peut-être. Dans l'idée du gros match, de la finale. Et puis de la communion, de ce que j'évoquais tout à l'heure, qui, à mon avis, est vrai, de sensation, des choses qu'en fait, on ne calcule pas au sens j'ai vu ça, mais qu'on ressent. Et on repart avec cet ensemble. De toute façon, quand on parlait de l'évolution de la place de la musique, notamment dans le foot, pour les finales de Ligue des Champions, je ne sais plus laquelle c'était, qui avait performé l'an dernier avant la finale de Ligue des Champions, je sais plus non plus. Que remportée par le PSG, mais par exemple en 2024, la finale c'était Real Dortmund, et moi, finale qui m'a rendu extrêmement triste parce que fan de Dortmund, mais c'était Lenny Kravitz qui avait fait le concert juste avant la finale. Oui, c'est vrai, et c'était énorme, la scénographie était gigantesque. Star. Ah oui, énorme star, concert qui avait énormément d'importance, ça a duré très longtemps, entre guillemets. Moi, j'ai adoré, mais c'était quand même un moment qui prenait de la place dans la finale, et c'était vraiment un événement à part entière de la finale, et de plus en plus dans le temps, notamment avec les concerts de finale de Ligue des Champions, on va vers ce truc-là, où le concert a quasiment, entre guillemets, autant d'importance que le match, pour quelqu'un qui ne suit pas spécialement le foot, et... Parce qu'il y en a sûrement... attractif, et puis c'est le monde du spectacle. C'est ça. Ça sera un autre sujet, c'est dans quelle mesure le football tombe dans le monde du spectacle, mais en tout cas, ça fait partie de cette idée-là, et c'est vrai, je te rejoins sur ce que tu dis, c'est que de fait, ça attire sans doute des gens qui sont peut-être moins sensibles au ballon rond, ils vont être sensibles à l'événement, au moment et à la manière dont s'associe la musique et le foot, puisqu'on parle foot là avec vous. Et c'est vrai que ça boucle sur ce qu'on disait sur le football américain. On ne suit pas le football américain, enfin comme moi je ne suis pas le football américain particulièrement, mais je sais que en février, le 9 il me semble, c'est Bad Bunny qui fait le concert de la mi-temps. Je le sais. Voilà. Parce que c'est le truc. Ils ont développé ça il y a un moment. Le concert du Super Bowl, c'est quand même un des événements les plus. C'est pas pour rien que le Super Bowl est un des événements sportifs les plus suivis de l'année, même par beaucoup plus de gens que juste les gens qui s'y intéressent. Bien sûr. Parce que voilà. Spectacle. Juste avant qu'on passe au sujet d'après, je vais vous raconter ma petite anecdote sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 94. Cette cérémonie d'ouverture a lieu le 17 juin 1994. C'est la première Coupe du Monde aux États-Unis. Et à l'époque, les États-Unis, ils sont pas encore trop dans le football. La MLS existe déjà. Il n'y a pas beaucoup d'équipes. L'équipe féminine... et puis, il faut voir à quoi ressemble la MLS aussi. Voilà, c'est ça. MLS, c'est la ligue de foot. C'est le championnat américain, football, la Major League Soccer. Parce que ces abrutis appellent ça le soccer. Les abrutis, pardon. Bref, mais donc, par contre, l'équipe féminine, elle performe déjà un peu. Et pour la première Coupe du Monde, c'est l'Amérique des années 90. La guerre froide est finie. C'est les années Clinton. C'est les années de la démesure, l'hyperpuissance, tout ça. Et donc, ils voient les choses en grand. Et donc, il y a plein de concerts, plein de stars. Tout se passe pas comme prévu, mais globalement, ça se passe pas si mal. Seul problème, il fait très chaud. Donc, c'est vrai que les images, il y a notamment des images de Bill Clinton qui, après, reconnaîtra ne rien comprendre au football, qui sue à grosses gouttes dans son costard gris, et ça se voit qu'il est en difficulté. Mais surtout, cette cérémonie d'ouverture, aux États-Unis, personne ne l'a regardée. Pas parce que le football ne les intéresse pas. Parce qu'en juin 94, se déroule un autre grand chapitre de l'histoire des États-Unis, c'est l'affaire O.J. Simpson. Et le 17 juin 94, c'est la fameuse course-poursuite d'O.J. Simpson sur les autoroutes de Los Angeles. Et donc, à ce moment-là, personne à la télé ne regarde la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, qui est même coupée sur certaines chaînes, qui passe en direct live sur la course-poursuite d'O.J. Simpson. Ce qui fait que il y a un article dans SoFoot ils avaient fait un épisode spécial, un numéro spécial sur la Coupe du Monde 94, et ils racontent cette cérémonie d'ouverture qui déjà, tout n'avait pas fonctionné, disons, et en plus, personne ne l'a regardé. Et notamment, il y a un témoignage d'une journaliste qui était dans un hélicoptère censé suivre ça de loin. Et en fait, l'hélicoptère est parti suivre la voiture de O.J. Simpson parce que, en fait, ils se sont rendus compte que c'était tellement plus important à leurs yeux
cette affaire-là que la finale de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, qu'en fait, cette cérémonie, il n'y a que les non-américains qui l'ont vue. Les autres, les Américains, personne n'a vu ça, sauf les gens qui étaient dans le stade. Bien sûr. Mais sinon, personne ne l'a vu. Tout le monde a vu O.J. Simpson qu'ils soient dans sur sa leur voiture. téléphone pour regarder la chaîne concurrente. C'est ça. Et surtout que même la cérémonie en elle-même a un peu foiré parce qu'il y avait eu plein de trucs. Il me semble qu'il y avait une chanteuse, j'ai oublié son nom, qui était tombée sur scène pendant son show. Il y en a une autre qui joué de malchance. Il y en a une autre qui devait mettre un penalty et qui ne l'a pas mis. Mais je crois que c'est même pas qu'elle l'a pas mis, genre il est parti à côté. Je crois qu'elle a mis une mine en haut, au-dessus. Enfin bref. Il n'y avait pas grand-chose à rater. Il y a des grands footballeurs et grandes footballeuses qui ont dû rater des pénaux. Oui. Non, c'est pas une critique, je suis incapable de mettre un penalty, c'est pas une critique. Mais ça joue de malchance. Ça joue de malchance. Donc il n'y avait pas grand-chose à rater, mais de toute façon, c'est pas grave, personne ne l'a vu. Personne n'a vu. Mais je connaissais pas cette anecdote. Ce fun fact. Ouais, voilà. Mais donc, voilà, mais c'est assez drôle de se dire que à l'époque, le football, parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui, enfin, vous imaginez le cataclysme qui doit se produire en même temps. Le drame qui doit se produire en même temps qu'une cérémonie d'ouverture de Coupe du Monde en France pour que TF1 coupe en direct ça pour passer sur autre chose. Ouais. Alors que eux, c'est ce qu'ils racontent, je sais plus quelle chaîne, CBS, je sais plus laquelle, là, qui ont un claquement de doigts et passé sur la voiture de O.J. Simpson qui roule à 14 km/h sur l'autoroute de Los Angeles. Et la Coupe du Monde, oui, bon, le football, enfin le soccer, on verra ça plus tard. Donc voilà, c'est le petit fun fact. Et donc, ça va nous permettre de passer au thème d'après. Donc on a parlé vachement de cette histoire de la musique pendant le match, avant, après, en performance. Mais la musique, elle a aussi une place très importante pendant le match, parce que les supporters chantent. Oui. Un stade de football, ça fait toujours du bruit. En tout cas, ça devrait toujours faire du bruit. L'intensité que ça met. On ne citera pas de stade où il n'y en a pas, ce serait méchant. Mais c'est ce qu'on disait, un stade sans musique, ça n'existe pas. Non. Un supporter, normalement, ça chante toujours. Donc, ça fait aussi partie de ça, où les supporters eux-mêmes chantent énormément. Il y a des airs qui sont très très connus. On peut citer très récemment, il y a la chanson parisienne Tous ensemble on chantera, qui est devenue et qui pareil a dépassé le stade juste du sport et du Paris Saint-Germain, du football, et qui est devenu quasiment un élément presque culturel parisien et francilien plus globalement. Beaucoup de gens connaissent cette chanson. Et le seul match qu'ils ont regardé du Paris Saint-Germain, c'est la finale de la Ligue des Champions, par exemple. Qui sait, on sait d'où elle vient cette chanson. C'est pas clair. Elle a été inventée par les supporters parisiens, non ? L'air est un air qui revient régulièrement, parce que tout le monde recycle les airs de tout le monde. L'air, je ne saurais pas dire d'où l'air vient. D'accord. Par contre, je sais que la chanson a été écrite... Les mots, ouais. Le texte a été écrit à la fin des années 2010, en 2013, 14, quelque chose comme ça, juste après le rachat qatari. C'est une chanson qui est assez récente. Ah oui, ok. Et ouais, non, c'est une chanson qui est très récente, et en fait, qui a été écrite par des ultra-parisiens qui, je pense, à l'époque, n'avaient pas encore le droit de rentrer dans le stade. Et en fait, elle a été écrite parce que quand ils parlent des années de galère et de combat, eux, ils évoquent pas du tout les galères sportives, les difficultés du Paris Saint-Germain Non, ils parlent du plan Le Prou. Et voilà ça, eux, ils parlent de leurs galères, eux, parce que la chanson a été écrite, enfin, le texte a été écrit avant la remontada et toutes les désillusions qu'il y a pu y avoir en Ligue des Champions. Donc, en fait, le texte, je me souviens, il y avait un article dans l'Équipe, je crois, qui était sorti là-dessus, juste avant la finale, où justement le chant avait commencé à prendre une importance. Maintenant, il le chante à chaque fin de match. C'est le chant parisien qui a remplacé les autres, notamment celui qui s'appelle Ville Lumière, qui était avant le tube entre guillemets du Parc des Princes. Et donc c'est une chanson qui plutôt évoque les galères, mais plutôt des supporters, plutôt que du club. J'ai pas le texte en tête, mais la mélodie est jolie pour le coup, et on la retient. Et elle est presque, j'ai envie de dire, tendre. Enfin, elle a quelque chose. En tout cas, elle est très mélodique. Voilà. Et elle rentre facilement dans la tête parce qu'en 3 semaines, tout le monde l'avait. Ah ouais, mais c'était assez hallucinant, ouais. Ouais. Et il y a aussi, je trouve, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, l'intensité des chants des supporters et l'intensité que met une musique à l'entrée des joueurs, je trouve. Je ne sais pas si toutes les équipes ont, mais ça met quand même une ambiance extraordinaire quand ils ont leur propre chanson. Ah bah, il y en a des plus cultes, que quand ils chantent, ce n'est pas les supporters qui chantent, c'est vraiment la chanson qui est choisie et chacun a la sienne. Je ne sais pas s'il y a des équipes qui ont leur hymne écrite. J'avais vu passer à une époque cette idée-là, je me rappelle, dans mon couloir de métier à moi, mon couloir de nage, la musique, où des gens disaient telle personne va peut-être écrire l'hymne de Lyon, de l'équipe de foot de Lyon, voilà. Mais j'ai pas vu ça naître outre mesure. Mais il y en a. Alors, en France, comme ça, je sais qu'à un moment, il me semble que c'était Benjamin Biolay, justement, qui avait fait un hymne pour Lyon. Et après, il y en a dans d'autres pays, par exemple, on va en reparler plus tard, mais il y avait Gadji Sely, un ancien footballeur de l'ASEC Mimosa, en Côte d'Ivoire,
qui lui a écrit justement l'hymne de son club après. On en parle en tout cas, ça me faisait juste penser à ce moment-là de musique aussi, de l'intensité que je trouve ça met dans un stade quand les joueurs arrivent. Ça rejoint ce que tu dis, c'est hyper. Il y a toujours des notes, des mots et de l'ambiance, et à ce moment-là, c'est toujours assez fort. Ouais. Mais après, il y en a aussi beaucoup qui n'ont pas été écrites exprès pour le club, mais que les supporters et les clubs se sont appropriés, comme You Never Walk Alone, Blue Moon pour Manchester City, etc. Un très bon exemple aussi, je trouve, c'est, pardon, je t'ai coupé, c'est Jump pour Marseille, qui est cultissime. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, Jump Marseille, c'est cultissime. C'est incroyable. Ça marche hyper bien quand pour l'avoir vécu dans le stade, c'est incroyable. Cultissime. C'est Mais c'est vrai que You Never Walk Alone, qui est quand même une des chansons les plus célèbres de Liverpool, et aussi du Celtic Glasgow. Et du Borussia Dortmund, si je peux me permettre aussi. Et du Red Star, mais du Red Star beaucoup moins. Mais You Never Walk Alone, je pense que c'est la chanson tout le monde en lien avec le football la plus connue. Elle est magnifique cette chanson. Après, il y a Blue Moon pour City aussi, c'est vrai. Que le club s'est extrêmement bien approprié. Enfin, je sais pas si le club officiellement, mais en tout cas les supporters, etc., machin et tout, où il y a vraiment ce truc de la musique est devenue l'hymne du club et on l'associe uniquement à ça. Et il y a très peu de gens, à mon avis, en dehors des fans du groupe originel, qui sont capables de dire quel artiste l'a fait et quand c'est sorti, parce que la musique date quand même des années 30. Et et elle a été complètement appropriée par le club. Et c'est dans la même veine un peu que You Never Walk Alone. Il y en a tellement d'autres. Comme quoi la musique et le foot et le côté se rassembler autour d'un événement, d'une émotion, d'une démarche, c'est vraiment... c'est très lié pour moi. Surtout en Angleterre, où les Anglais... bien sûr. Tous les grands chanteurs anglais ont un club, souvent un club improbable. C'est ça qui est drôle sur les chanteurs des années 60-70, c'est que souvent ils sont fans de clubs où tu te dis mais pourquoi avoir choisi ce club? Parce qu'aujourd'hui c'est des clubs qui sont en T5. Mais à l'époque ils ne l'étaient pas. Ils gagnaient des coupes d'Angleterre, des coupes de la Ligue, etc. Mais c'est vrai que tous les grands chanteurs anglais ont une équipe de foot. Elton John a même été propriétaire d'un club à une époque. Le nom m'échappe. Je pense que c'était un club londonien, je crois. Tout ça pour dire que c'est vrai, il y a des ponts. Bien sûr. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait plus de presse musicale, en tout cas que moi je lisais, parce qu'on était moins connectés. Donc en fait, la presse avait très régulièrement un reportage sur Dépêche Mode ou tel autre groupe allant au stade, parlant foot, jouant au foot. Il y a une connexion comme ça assez évidente, quoi. Oui, clairement. Il y a un hymne, je reviens dessus, pardon, il y a un hymne de club qu'on a oublié aussi qui est très culte, c'est les corons avec Lens. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des corons. Voilà. Ça, par exemple, c'est un rêve. Aller à Bollaert. Les corons à Bollaert, ça doit être magnifique. Ouais, alors, je viendrai avec toi. Je viendrai avec vous. On va essayer d'y aller. Et il y a aussi, on peut citer très vite, comment s'appelle la chanson sur Saint-Etienne, Allez les Verts. Oui, Allez les Verts, qui a un peu perdu en vitesse, en même temps que le club, mais qui reste quand même très culte pour les années 70-80, les poteaux carrés, et tout ça, quoi. Comme le club de Saint-Etienne était extrêmement culte. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est en lien. Mais il y a aussi là qui est très connu. Très connu. Et pour Saint-Etienne, est-ce que vous connaissez, je pense, c'est pas tout à fait de votre génération, mais c'est pas loin non plus, c'est Mickey 3D, vous connaissez? Oui. Il a fait une très belle chanson qui s'appelle Johnny Rep. Évidemment. Oui. Et en fait, il décrit un moment où Johnny Rep enlève son pantalon pour monter sur le terrain, il apparaît, et c'est un vrai match où d'ailleurs il a pris les vrais commentaires de l'époque, et c'est un moment, je sais plus quel match, où Johnny Rep sauve l'équipe, il faisait partie, c'était l'Ange Blond, je sais plus comment il l'appelait. C'est quelque chose comme ça, oui. Et ça c'est une belle chanson aussi foot, ça, sur un moment précis, et alors les Stéphanoises et les Stéphanois ont forcément ça dans leur cœur, même s'ils l'ont pas vu, c'est une grande époque, ça. Et c'est une chanson, c'est vrai que ça nous permet de faire une magnifique transition sur donc les chansons qui parlent de football ou les footballeurs qui font de la chanson. On y viendra après. Mais c'est vrai que c'est une chanson que moi je trouve très bien parce que déjà elle est bien tout court, et aussi parce que c'est une chanson qui parle de football, pas juste qui cite un footballeur ou qui cite le sport en général, mais qui parle vraiment de football. On a une description d'action, un truc. Et je trouve que le texte est très poétique et il y a un vrai effet on a l'impression de suivre un match. C'est presque c'est de la radio s'ils écrivaient s'ils avaient vu le match avant et qu'ils écrivaient leurs commentaires avant, quoi. Oui, c'est comme une histoire racontée qui nous est racontée. C'est comme un petit court-métrage quand certains écrivent des textes et qui racontent quelque chose. On y est, quoi. Oui, tout à fait. C'est hyper imagé. C'est très réussi. C'est très réussi. Et commentaire de l'époque, peut-être refait, je sais plus pour eux, pour Mickey 3D, peu importe, mais qui est présent. Donc ça amène tout le piquant. Et là,
t'es dans le match, quoi. Et Johnny Rep, c'est quoi? C'est 70, 80 ou c'est un peu après? C'est fin des années 70. Johnny Rep, il jouait à l'époque où Michel Platini est arrivé juste avant de partir à la Juve. Ouais. Donc, moi, je dirais les années 80, Johnny Rep. C'est un Néerlandais qui, je pense, portait le maillot de l'équipe des Pays-Bas aussi. Et il y jouait, dans mon souvenir, parce que même moi, j'étais petit, il jouait à l'époque de Platini. Il jouait à l'époque du commentateur qui est sur le bord du terrain, Paganelli maintenant, qui s'est dévoilé en 98, Paga. C'est un des plus jeunes buteurs de... Oui. Enfin bon, alors on dérive parce que ça nous fait des souvenirs qui sont les miens, pardon. Un des jeunes joueurs tout court de l'histoire de la Ligue 1. Exactement. Et voilà, en tout cas, c'est cette époque-là. Okay. Johnny Rep, c'est cette époque-là. Okay. Ouais. J'avais un doute, c'était pas un peu après. C'est pas les poteaux carrés, tout ça, c'est après. Ouais. Bah, d'ailleurs, Mickey 3D après a repris Aller les Verts pour faire Aller les Bleus pour 82 ou 84. Ah ben je la connais pas celle-là, tiens. Où ça a été, et je crois que ça avait été l'hymne officiel de l'équipe de France, où il avait repris Aller les Verts, il l'avait twisté en Aller les Bleus. Ah ça je savais pas. Voilà. Les hymnes d'équipe de France, souvent ça porte malheur. Hein. Oui. On se souvient de 2002, Johnny, c'était quoi Aller les Bleus, je sais plus comment elle s'appelle la chanson là. Elle s'appelle globalement, elle s'appelle toute Aller les Bleus. Oui, c'est vrai qu'elle s'appelle toute pareil. Non, souvent quand il y a une chanson officielle avant la Coupe du Monde, c'est pas bon. Souvent, c'est pas bon. Ramener la coupe à la maison. Elle est sortie. À ramener la coupe à la maison est sortie avant ou après la demi-finale. Ouais, c'était pendant. Elle est sortie après. Ouais. Mais c'est vrai que pour revenir recentrer sur cette histoire du football dans la musique, on en parlait tout à l'heure, les chanteurs anglais fans de club, fans de football en général, ont fait beaucoup d'hommages. On pense aux frères Gallagher. Ouais, tout à fait. Ont beaucoup rendu hommage à City dans plusieurs de leurs chansons, plusieurs de leurs textes. Et préciser qu'ils étaient fans de City à une époque où City n'avait pas du tout le niveau d'aujourd'hui. Ils ont eu des heures très compliquées. Il n'y en a pas un qui est fan de City et un qui est fan de United. C'est parce que... En tout cas, Liam Gallagher a fait un clip avec Eric Cantona. Et Eric Cantona est quand même une grande figure de United. Mais c'est vrai, oui, non. Et donc, du coup, juste pour revenir sur ce que je voulais dire après avoir parlé des frères Gallagher, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans le rap aujourd'hui. Ouais. Même si c'est pas forcément la même façon d'y faire référence, au sens où les rappeurs n'ont pas forcément tendance à parler du jeu ou parler d'un club, mais plutôt parler de joueurs. Ouais. Et en fait, ils parlent pas tant du joueur de football que de la star qu'est le joueur de football. Je pense... Je dis ça, il y a forcément des contre-exemples, c'est pas absolu. Mais souvent, le footballeur est cité pas tant comme un joueur de football, comme on parle de ses qualités techniques, ses qualités offensives, défensives, etc., mais plus comme une personnalité publique, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui représente un idéal, parce que avec la chute de l'industrie du disque dans les années 2000-2010, etc., même un peu avant, les footballeurs sont devenus, entre guillemets, les nouvelles rockstars, parce qu'ils étaient... Ils peuvent provoquer la même adulation que peut provoquer un chanteur, et eux, ils avaient de plus en plus d'argent, alors que les musiciens ont eu un petit moment de creux où plus personne ne vendait de disques. C'est surtout qu'en plus, à cette époque, dans le foot, t'avais des rockstars aussi, parce que c'est l'émergence des Zlatan, des Balotelli, etc., où t'avais vraiment des joueurs avec un fort caractère et vraiment ce potentiel de star qui marque les gens en dehors des terrains. Une starification, c'était pas le cas, moi, à l'époque où moi, j'avais 10-15 ans, on va dire une quinzaine d'années, où tu peux être très, très, très... volontaire pour être tel joueur ou regarder telle chose, et un peu plus tard encore aussi, il n'y avait pas cette starification. Elle arrivait un petit peu plus tard avec le monde de communication dans lequel on vit. Je monte mon téléphone parce qu'il y a cette idée-là. Et donc, tout ça se promène, et c'est vrai que un footballeur, c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est une vraie rockstar. C'est plus fort que les rockstars de l'époque. Je pense que tu arrives avec certains joueurs aujourd'hui. Tu prends Mbappé. Voilà. Quand même, je veux dire, tu arrives avec les Beatles réunis, quoi. Il y a cette idée-là, et pourtant, c'est Théo, les Beatles, je prends ça au hasard. Ce que je veux dire, c'est pour abonder dans ton sens. Je vois très bien ce que tu décris. Et j'avais pas fait le lien avec la manière dont le monde du rap parle du foot, ou en tout cas du ballon, quoi. Parce que souvent, il y a plus des citations de joueurs que vraiment de clubs, au sens où on fait référence au joueur parce que il est très bon, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui est très connu, quelqu'un qui a une image, et aussi parce que beaucoup de footballeurs ont eux-mêmes un lien avec le monde du rap, parce que c'est ce qu'ils écoutent, déjà, et ayant leur âge, c'est ce qu'ils écoutent. Souvent aussi, les joueurs de foot viennent des fois des mêmes milieux que les rappeurs. Du coup, il y a des liens très forts qui peuvent se créer autour de... D'ailleurs, il y a plein de rappeurs qui sont amis de footballeurs. Il y a plein de rappeurs qui s'impliquent dans le footballeur. Je pense à SDM, par exemple, qui est gros rappeur et qui est très, très impliqué dans le football, qui a joué à un assez bon niveau, je crois, et qui lui-même est gros fan du PSG, très impliqué un peu dans la communication du club, régulièrement utilisé. Et
qui est pote avec Dembélé, Mbappé, ils se connaissent les uns les autres, et parce que je pense que c'est des milieux qui très vite se mélangent, se rejoignent et se mélangent. Parce qu'il y a ce côté, voilà. Par exemple, Sefiu, qui avait été en centre de formation à Arsenal et qui aurait pu faire une carrière dans le foot. T'as plein d'exemples comme ça où les deux milieux se rejoignent complètement. Ouais, ça se rejoignait un petit peu moins. Moi, ça se rejoignait un peu. Moi, j'ai eu des connexions avec Rai, par exemple, qui à l'époque était au PSG et aimait bien Louis Atta, qui nous avait conviés à des matchs. Il y avait des petites connexions, mais elles étaient quand même moins fortes. Même si je réfléchis, même les groupes connus ou les chanteurs connus de l'époque n'avaient pas une connexion aussi forte que maintenant avec le foot. Il y avait moins de liens tissés, ou en tout cas moins de caisses de résonance pour savoir que ce lien était tissé. Et il n'était pas présent forcément complètement dans le texte. Il y a eu quelques petites choses comme ça, mais je n'aurais pas de grands exemples. On parlait moins comme ça. Mais c'est marrant parce qu'il y a des continents où, par exemple, en Amérique du Sud, ce lien entre le foot et la musique, il est beaucoup, beaucoup plus vieux. Dès les années 60, il y a eu des chanteurs qui ont parlé football, qui ont clamé leur amour pour le foot ou des footballeurs. Il y a eu Jorge Benjor, pardon pour l'accent d'avance, des mecs comme Chico Buarque, même il y avait Maradona qui, dans le documentaire sur lui, il y a une séquence très connue où on le voit en larmes dans un bar, un peu bourré à mon avis, reprendre une chanson à sa gloire. Il y a des continents où vraiment c'est beaucoup plus, ce lien-là il est beaucoup plus ancien, parce qu'à mon avis cette réunion des codes sociaux et de gens du même milieu, elle est beaucoup plus ancienne qu'en Europe où du coup ça arrivait à partir des années 90-2000. Où du coup les footballeurs et les rappeurs qui étaient un peu les nouvelles têtes d'affiche de la musique française depuis maintenant 15 ans sont issus du même milieu et se rejoignent. Je pense qu'aussi il y a un lien, on revient à ce qu'on disait un peu au début, où c'est toi qui disais ça sur le lien entre justement le sentiment de groupe, de collectif, de collectif, d'émotions communes et de collectif. Et je pense qu'en Amérique du Sud, il y a vite ces deux choses-là se sont mélangées, au sens où je pense pas qu'en Europe, oui, évidemment, ça existe, mais je pense que beaucoup moins qu'en Amérique du Sud, cette idée de justement, on va à un match, et puis, c'est ce qu'on disait, il y a un concert, il y a un truc, et je pense que même en Amérique du Sud, 95% des matchs, il y a le club a fait venir machin ou truc, le chanteur du coin du quartier pour venir chanter, parce que je pense que c'est beaucoup plus lié, au sens où les gens, pour eux, les deux choses sont pareilles parce qu'elles peuvent provoquer les mêmes émotions, en tout cas des émotions qui peuvent se rejoindre très vite. Ouais, puis qui dépassent. Moi, je pense qu'il y a des moments donnés où c'est des souvenirs qu'on aura et ça dépasse le moment, ça dépasse le foot, ça dépasse la musique, ça dépasse la chanson. C'est quelque chose qui se passe et qui devient énorme. Et ça, c'est très beau. Hein. Mais l'engouement... Moi, j'ai pas vu de match en Amérique latine, mais j'aurais adoré. J'étais allé me promener en Argentine. J'aurais adoré voir Boca Juniors dans la Bonbonnière. Et je l'ai visité. Et à chaque fois que tu vois des images de tous ces stades-là, c'est incroyable. Ce stade est beau. C'est incroyable l'ambiance. Oui, et puis il y a de la musique aussi par exemple dans les vestiaires. J'avais lu un super article dans l'équipe, encore une fois, je crois. Je cite beaucoup mes sources, qui expliquait que la musique dans le vestiaire, c'est un truc qui pendant longtemps était interdit en France, parce que les entraîneurs français, culturellement, considéraient que ça te déconcentrait avant match. En fait, il fallait que tu sois dans ta bulle, que chacun devait se concentrer. On pouvait parler, mais pas trop. Il fallait que le silence règne avant les matchs pour bien se concentrer et tout. Alors qu'en Angleterre, ça fait depuis très longtemps que les entraîneurs ont sauté le pas de la musique partout tout le temps, parce que, justement, eux considèrent que ça permet de créer une cohésion, un effet de groupe avant un match, où on écoute une chanson ensemble, on se motive, et on s'en va... on en revient à l'émotion collective, commune, et à le collectif, quoi. Il y a bien une chose, moi, il y a un parallèle que je ferais entre musique, parce que c'est ma manière à moi de regarder comment en faire de la musique, et le foot, parce qu'on parle foot, c'est le collectif, la manière d'avancer avec les autres, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les vestiaires, enfin, toutes les images de vestiaires qu'on peut avoir, il y a toujours de la musique. Maintenant, c'est parfaitement intégré chez tout le monde que ça fait partie de la préparation avant match. Même scientifiquement, il y a eu des études et des recherches qui ont été faites et qui démontrent que la musique permet de plus se concentrer. J'avais lu un article sur l'impact de la musique dans le sport avant les matchs, où en gros, dans l'article, il t'expliquait que le fait d'écouter de la musique avant et de se mettre dans une bulle comme ça te permettait d'être beaucoup plus concentré, beaucoup plus impliqué quand t'arrivais sur le terrain et d'être directement plongé dans le truc. Ça m'étonne pas, même si je me dis que ça dépend les tempéraments. Mais en tout cas, à partir du moment
où c'est quelque chose que tu as envie de vivre et qui est choisi, ça peut aller dans le bon sens pour toi, comme ça peut aller dans un autre sens pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas étonnant que ça puisse aller dans le sens, et la preuve dans ce que tu dis, quoi. Moi, j'avais une question. T'as déjà écrit une chanson sur la musique, sur le football, pardon, avec comme sujet le football? Oui. On l'a fait une fois avec mes camarades de Louise Attaque, et j'avais fait un texte à l'époque de la Coupe du Monde 98. Un quotidien, pour ne pas le citer, Libération, avait lancé des invitations à différents artistes pour qu'ils écrivent une chanson spéciale qui allait atterrir sur un format à l'époque CD et qui allait être vendu en même temps que le journal, peut-être tout l'été ou avec, je sais plus ça. Et donc on avait fait j'avais fait un texte qui s'appelait « Le plaisir de la passe ». Voilà. Okay. J'ai plus le texte en tête, donc on avait fait, voilà. Et il y avait quelques différents artistes qui avaient participé. Moi, j'ai le souvenir d'une super chanson d'un groupe toulousain qui s'appelle toujours, je sais pas s'ils jouent toujours, qui s'appelait les Fabulous Troubadours. Et ils avaient fait une chanson où ils expliquaient qu'ils allaient faire, donc pour le coup, ils décrivaient même un quartier de Toulouse, un endroit. Ils parlaient de là d'où ils venaient, de ce qu'ils étaient, comment ils voyaient le foot, comment ils le vivaient. Et ils citaient des différents artistes toulousains en expliquant qu'ils allaient faire un match de foot avec un ballon de rugby et que ça allait être un match à rebondissement, pour reprendre l'accent. Voilà. Et ça, c'était, voilà. Donc on avait fait ça à l'époque. Bon, on n'a pas fait une grande chanson, mais je me rappelle plus. Bon, ça s'appelait « Le plaisir de la passe » en tout cas. Okay. Donc on avait participé parce que moi j'étais de mes camarades de l'USATAC, j'étais le plus volontaire. J'étais celui qui aimait le foot, celui qui en avait fait, celui qui a à tout prix insisté pour qu'on arrive, comme on l'évoquait tout à l'heure, à aller voir ce match de quart de finale contre l'Italie. Avec cette au Stade de fameuse barre France en juillet transversale. 98. Et donc, j'étais très heureux de participer voilà, c'est des ponts que j'ai toujours vus, moi, et voilà. Mais donc c'est vrai qu'on a parlé des musiciens qui s'occupent du football, mais on n'a pas encore parlé des footballeurs qui font de la musique. Parce que les liens étant ce qu'ils sont, un lien, ça va dans les deux sens. Donc, beaucoup de musiciens ont parlé de football, mais des footballeurs se sont aussi essayés la musique. C'est vrai, ça. Et on a quelques exemples. Alors, globalement, pour résumer, et je précise tout de suite, on dit ça sans moquerie aucune, parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de mettre un penalty, incapables d'écrire une chanson. Donc nous, on peut faire aucun des deux. Donc on va pas critiquer les gens qui se sont essayés. D'autant qu'il y en a qui ont plutôt réussi. Il y en a, c'est un peu moins réussi, mais c'est des grands joueurs, donc ça, on oublie, on pardonne. Mais donc, on a quelques exemples qu'on va écouter. On va écouter des petits extraits à chaque fois, on en parle. Donc la première, on en parlait tout à l'heure, on peut y revenir. Peut-être un peu de contexte avant de l'écouter, je dis ça pour la régie. Du coup, c'est Gadji Sely, joueur ivoirien. C'est toi qui es le plus calé là-dessus. Du coup, Gadji Sely, grand joueur ivoirien, qui après avait toujours une passion pour le chant et qui après sa carrière a écrit du coup la chanson Et Dieu créa la SEC en hommage à son club formateur et le club où il est une figure mythique un peu. Et Dieu créa la SEC, qui du coup est devenu l'hymne officiel du club au fur et à mesure du temps, qu'on va peut-être pouvoir passer dans les oreilles. Ouais. Oh, mais... Sénégal 92 à Niouaga pour l'union d'Alibosa. Éléphant, discipline, travail, à Kébletre Mali, Bonatio. Balonza, Bolatuo, Aïsserene, Tibia, Tukeleo. Voilà, on a écouté 15 secondes, mais elle est... Écoute, franchement, écoute-la en entier, elle est trop bien. Moi, elle est super. C'est vraiment elle les fédératrices en tout cas, direct. Et c'est les chansons, ça va pas, t'écoutes, ça va mieux. Ouais. Automatiquement, ça va mieux. C'est parfait, le côté, comme il faut que ça aille. C'est vraiment l'hymne du club, au sens où d'un coup, t'es là, tu t'es fait latter par le club d'à côté. Mais c'est pas grave, c'est l'après-match, t'écoutes ça. On avance. Et tout va mieux. Ouais. Et dans ce sens fédérateur et rassembleur d'un hymne, ça marche vachement bien. Je trouve que c'est très très efficace bien dans son registre. En tout cas, c'est efficace direct, avant même de savoir si c'est pour un club, tout ça. La chanson, juste la musique te prend. Déjà, elle fait j'allais dire un job, c'est pas un joli mot, mais elle a un effet immédiat. Ce qui est super pour une chanson, que ça soit une chanson comme celle-là, plutôt dansante, BPM élevé, ou quelque chose, une balade, peu importe pour le coup. Donc là, elle a un effet immédiat. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut élargir aussi, parce que là, du coup, on a écouté celle-là, mais Gadji Sely, il a une discographie qui est assez complète. Il a fait plusieurs albums et qui sont, on a écouté un peu, du coup, après avoir découvert ça, on a écouté un peu avec Evan.
Et franchement, c'est vachement bien. Hein. Il y a des trucs qui sont hyper super. Cool. Franchement, c'est toujours un peu, c'est bonne humeur et tout. C'est vraiment sympa à écouter. Donc, on vous conseille Gadji-Celi. Moi, je découvre quelque chose. Je vais repartir. Voilà, si vous aimez un peu ce style, Gadji-Celi, franchement, il y a des trucs qui sont super. Alors, l'autre exemple qu'on a, c'est un très 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 grand monsieur du football, c'est Socrates. Un très grand monsieur Socrates. Oui, un très grand monsieur de tout court. On peut enlever le côté footballeur, hein, parce que voilà, philosophe, docteur, immense joueur. Enfin bref, le mec a tout fait. Et aussi, il a chanté. Ouais. Alors c'est un peu plus tranquille. Ouais. On va s'écouter ça, mais c'est super quand même. Quando Gazela viu a Rita tão bonita, pôs a mão no coração. C'est chic. Ouais. Donc c'est plus. Lui, il a fait un album, c'est ça ? Il en a fait 2. Il a fait 2 albums. Il y en a au moins un qui s'appelle Casa de Cabacho. Ouais. Et le deuxième, j'ai oublié le nom. Moi aussi, j'ai oublié le nom. C'est parce qu'on l'a pas noté. Oui, mais parce que Casa de Cabacho est un peu son classique le plus reconnu. Quel joueur, hein. Quelle classe, grand longiligne, très très posé, très très efficace dans son jeu, vraiment. Incroyable. Non, incroyable. Parce que pour le coup, on avait fait pas mal de recherches sur Socrates pour quelque chose d'autre à côté aussi. Et du coup, moi personnellement, en tout cas, j'ai regardé beaucoup d'images et incroyable. Il jouait dans quel club qui était auto-géré ? Les Corinthians. La fameuse démocratie Corinthians, dont on parlera un jour, j'espère, parce que c'est un sujet passionnant. Il faut y aller. Il y a un documentaire magnifique que j'avais vu il y a longtemps sur le sujet, avec des images, j'allais dire d'époque, du moment en tout cas. De toute façon, il y a une équipe, bon après on change de sujet, mais l'époque, il y a une équipe brésilienne qui n'a jamais rien gagné, qui était la meilleure, pas de tous les temps, c'est bête de dire comme ça, mais qui était magnifique. 82, Socrates, très classe. Et 86 défaite en quart. 82 ou 86, la défaite en quart contre la France, justement. Le grand Brésil de Socrates qui perd en quart de finale de Coupe du Monde. 86. C'est 86. 86. Ce qui fait, c'est le premier match. Penalty. La France n'a jamais perdu en compétition officielle face au Brésil. 2 matchs, 2 victoires. Celle-là et la finale 98. Parce qu'en plus, je crois que c'est juste après la Coupe du Monde 86 où il part justement des Corinthians pour aller à la Fiorentina. Et c'est pour la Coupe du Monde 86 qu'il avait arrêté de fumer ou un truc comme ça. Il avait arrêté de fumer et arrêté de boire exprès pour la Coupe du Monde 86. Socrates. Socrates, il s'était engagé. Et il y a une interview de lui de l'époque où il dit qu'il a fait l'effort d'arrêter de fumer et de boire. Il est toujours de ce monde. Non, Socrates, il est décédé. Il est décédé en 2009. Il est mort à une cinquantaine d'années. Il est mort 50, soixantaine. Mais alcoolisme sévère. Il est mort de ses excès. Ah ouais. Ce monsieur, après devenu journaliste. Il était devenu journaliste. D'accord. C'est logique. Il a tout fait. Mais grand monsieur. Franchement, 2 chansons, moi je me permets de dire, qui donnent envie de découvrir leur univers musical, sans flagornerie aucune, quand même. On en a pris 2 pas mal, ouais. Ouais, franchement, là. Que je connaissais pas en plus. Merci pour les découvertes. Et là, du coup, on en a pris une 3e, qui est beaucoup plus moderne, qui est beaucoup plus récente. C'est Moïskine. Qui a une carrière musicale aussi à côté, comme pas mal de joueurs actuels. Il y a aussi Raphaël Leao. En France, il n'y en a pas tant que ça qui me viennent en tête. Non, pas trop. Il n'y a pas aussi un rappeur masqué, il paraît que c'est un joueur de Ligue 1 ou je sais pas quoi là. Oui, mais il n'y a aucune preuve. Non, il n'y a aucune preuve, mais lui, il existe. Donc ça se trouve, peut-être lui, c'est... Oui, mais par exemple, récemment aussi, il y en a eu un peu plus loupé, etc., genre Ressé, etc. Mais Moïskine et Raphaël Leao, c'est un peu les 2 footballeurs qui font de la musique en ce moment pour qui ça marche et pour qui ça plaît à des gens. Du coup, on va s'écouter un extrait de Moïskine maintenant. Sto fanno finta non è love. Hanno la spada in mano, solo coi veri sto nel blog. Conto cash sul divano, tengo la strada nel mio blood. Gente dice son strano. C'est beaucoup plus récent. On change complètement de registre. Mais c'est pas si mal. C'est court pour savoir, mais j'ai réécouté parce que pareil, je connais pas. Moi, elle s'appelle 3 découvertes. Nobody, cette chanson de Moïskine. Mais ça veut dire qu'il mène sa carrière musicale en même temps qu'il mène sa carrière. Oui, il fait les deux en même temps. Il a sorti une chanson au moment où on enregistre, donc en mi-décembre 2025. Il a sorti une chanson il y a quelques semaines, je crois, en parallèle de sa carrière de joueur. Donc il fait les deux en même temps. Il fait avancer les 2 choses en même temps. Il a un peu de succès sur Spotify. Il a quand même, je crois que plusieurs centaines de milliers d'écoutes par mois. Il a un petit succès. Mais après, on le connaît aussi parce qu'il y a le biais de. Il a joué au PSG. Il est relativement connu en France. Il aurait dû rester au PSG d'ailleurs, mais c'est un autre débat ça. Ne t'égare pas maintenant. Making of. Salaud de Juventus. Bref, mais donc on ne parle pas comme ça de la vieille dame. Et ensuite, on a ce qui est vraiment, c'est pas, non, il aurait pas fallu, voilà. Emmanuel Petit, on sait que t'aimes pas trop cette chanson, mais elle est trop... Lui-même ne l'aime pas. Il a essayé de faire
beaucoup d'efforts pour la faire disparaître. Donc on est désolé, Emmanuel, on s'excuse d'avance. Parce que la chanson est introuvable sur YouTube, sur les plateformes, etc. On l'a trouvée sur Dailymotion dans une qualité assez mauvaise, du coup. Mais la chanson existe encore. Et c'est un sacré classique. Donc, c'est une reprise de Santillano. Une adaptation de Santillano qui s'appelle 3-0, un an déjà. Donc, elle est sortie en 1999. Et donc, Emmanuel, si tu nous écoutes, on t'offre un droit de réponse quand tu veux sur le plateau. T'as qu'à venir. Ça veut dire que Hugo Frey a donné son accord. Hein. Ça veut dire que Hugo Frey a dit oui. Parce que c'est sa mélo. Donc, ça veut dire que l'interprétation et l'adaptation est forcément passée par l'auteur de la musique qui, je pense, est aussi Hugo Frey. Et ses paroles ont changé. Je pense aussi, oui. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ces démarches-là. Plaisir, je sais pas à quel point c'était un rêve personnel ou juste on lui a proposé et il l'a fait, mais quoi qu'il arrive, la chanson est, moi je trouve, est magnifique et t'as écouté. Écoutez-la en entier, vous allez voir, c'est trop bien. C'est une pépite merveilleuse. Mais elle est introuvable. Vous faites du teasing alors qu'elle est introuvable. Non, mais on mettra un petit lien Dailymotion vers la vidéo. Vous voulez, c'est qu'on vienne chez vous, là. Il y aura un petit lien Dailymotion pour écouter la chanson en entier. Tu as un DM d'Emmanuel Petit direct. Ah, mais c'est ça, mais moi je l'ai dit, mais Emmanuel, viens, droit de réponse sur le plateau, il n'y a pas de souci. Bah ouais, viens ici. Et donc, juste pour recentrer un peu sur un sujet un peu plus sérieux que juste... Voilà, parce que là, donc on a écouté plusieurs chansons qui sont pas forcément très bien, certaines qui sont bien, d'autres qui sont pas très bien. En même temps, est-ce que un joueur de football, un joueur professionnel de football, qui est en centre de formation depuis qu'il a 12 piges, est-ce qu'il a des choses à raconter dans une chanson? Et même plus largement, la question qui tue, est-ce qu'il faut avoir quelque chose à raconter pour chanter? Moi, je pense qu'il faut avoir, une histoire à raconter. Quand on veut raconter une histoire, ça ne veut pas dire qu'il faut raconter une histoire au sens il était une fois ou au sens quelque chose qui va être clair du premier au dernier mot. Mais il faut forcément être perméable aux choses et en vivre pour pouvoir les reproposer sous un format. Après... je sais pas, les footballeurs, ça veut dire que tu sous-entends qui, comme c'est soi-disant, ça montre que je connais pas, moi, qui est un peu sous cloche. Oui, c'est ça. Donc en fait, est-ce qu'on croise des choses? Ça, je sais pas, parce que j'ai pas assez croisé de footballeurs ou le monde en particulier actuel du football. Par contre, est-ce que le moyen de la note et du mot et de la mélodie est bien ou pas? On l'a vu que pourquoi pas. Alors est-ce que c'est parce que Socrates sur le société et le sociétal, il avait l'air investi, donc est-ce qu'il avait quelque chose à dire? Moi, je pense qu'il y a aussi des choses, c'est des fibres. Donc après, les fibres de mélodie, de mots, on s'intéresse à quoi dans les moments où on joue pas au ballon, voilà. En tout cas, de manière certaine, mais dans beaucoup de modes d'expression, je pense qu'il faut avoir quelque chose à dire. Mais dans la cuisine, dans le foot, dans l'émission que vous faites, dans plein de choses. Parce qu'au niveau de la musique et des sportifs qui font de la musique, il y a un parallèle assez marrant à faire avec les footballeurs. Parce que nous, du coup, à l'heure d'aujourd'hui actuellement, les footballeurs sont scrutés et recrutés de plus en plus jeunes. Ils sont en centre de formation dès leur plus jeune âge. Et à l'inverse, par exemple, dans le sport US, où les choix sportifs et la carrière sportive se dessinent à partir du lycée ou de la fac en général, quand les mecs ont à partir de 16-17 ans. On a quelques exemples de joueurs NBA qui font de la musique, notamment du rap, et pour qui ça marche vraiment bien, parce que vu que c'est des personnes qui se sont retrouvées dans ce monde un peu cloîtré, un peu hermétique du sport professionnel beaucoup plus tard, ils ont toute une période de leur vie où en fait ils sont pas pris là-dedans et ils sont pas enfermés dans ce truc qui les conditionne du matin au soir à tu es un sportif soit en devenir, soit déjà professionnel, et ta vie ne tourne qu'autour de ça. Après, moi, je pense qu'il y a aussi l'effort que tu fais toi, qui que tu sois, pour être connecté au monde qui t'entoure, et puis il y a aussi les choses que tu croises et que tu reconnais, et les choses que tu croises et que tu laisses passer comme ça. Après, est-ce que t'es bon? Il y a une deuxième question, c'est tu vis des choses parce que tu les saisis. Et après, il y a est-ce que tu en fais quelque chose en musique ou pas, ou en autre chose. Moi, j'ai un ami qui était footballeur et qui a eu une jolie carrière, Jocelyn Gourvenec.
que j'ai croisé très tôt à l'époque où il jouait à Rennes. C'est un gars que j'ai toujours connu très curieux, très féru de musique, assez pointu sur la musique. Ouais. Bon, il n'a pas tenté parce que peut-être il sait que c'est pas cette fibre-là qu'il a, il fait autre chose. Ça l'empêche pas d'avoir réussi à être perméable, il n'est pas étanche quoi, aux choses. Donc en fait, il y a aussi, je pense, une volonté, puis après, tu tombes sur quelqu'un, l'Italien qu'on écoutait tout à l'heure, dont le nom m'échappe, pardon. Moeskin, ouais. Lui, il s'avère qu'en plus, il a cette fibre-là. Je pense qu'après, il faut aussi reconnaître où est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux exprimer, où est-ce que c'est quelque chose qui coule en toi. Voilà. Hein. Moi, j'adore le foot, je n'ai pas fait de foot. Voilà. Et j'irai pas me risquer à demander si c'est possible d'être sélectionné pour le point. Je pense qu'il y a de ça, il y a une conscience, il y a une curiosité, il y a quand même beaucoup de choses qui émanent de soi et de l'envie. Parce que moi, je pense que ça passe par le collectif et les rencontres et être une éponge. Ouais. Après, on ressort les choses comme on peut. Vous le ressortirez à travers votre émission et d'autres choses. Moi, j'essaye en musique depuis des années. Je connais plein de gens qui le ressortent. Je ne veux pas faire trop de métaphores trop longues, mais en cuisine, en vigneron. Enfin, je veux dire, il y a énormément de moyens d'expression. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, il faut avoir quelque chose à dire. Mais moi, je trouve qu'il faut avoir quelque chose à dire en soi. En soi, dans ce qu'on choisit. Après, il ne faut pas se gourer de mode d'expression. Mais en soi, il faut. Et si on veut croiser des choses, je pense qu'on peut aussi. Moi, j'ai des preuves de quelques joueurs de foot autour de moi qui sont la preuve vivante qu'en s'intéressant aux choses, on devient aussi quelqu'un qui a une palette large, quoi. De connaissances. C'est vrai que dans cet exemple-là, tu parlais de Gourvenec, qui est féru de musique, etc. Il y a un autre exemple qui est un peu connu, c'est Yoann Mikou. Oui. Yoann Mikou qui a monté une maison de disques ou quelque chose comme ça. En gros, non, c'est pas une maison de disques. Enfin, il a fait, à un moment donné, il a eu une boîte de production. Et il a produit notamment la compile Pop & Foot en 2010. Ouais. Où, en gros, il avait réuni énormément d'artistes de styles très différents. Il y avait, il y avait Zebda, si je dis pas de bêtises, il y avait Oxmo Puccino aussi, il me semble. Il y a Yoann Mikou lui-même, d'ailleurs, qui slame sur un morceau. Ouais. C'est à écouter aussi, parce que j'ai écouté, c'est assez rigolo. Et oui, non, il y a... Après, oui, faut trouver le bon moyen d'expression, etc. Mais oui, c'est un très bon exemple. Ouais, là, je voyais le petit livre là, avant qu'on commence sur Cruyff avec la petite phrase d'Éric Cantona dont on a parlé tout à l'heure. Et Cantona a fait des concerts récemment et a choisi de faire de la scène comme il a choisi de faire du théâtre ou du cinéma. Je crois qu'il fait de la réalisation. Et voilà, dans un domaine donné... Pour le coup, lui, il peut être un exemple de quelqu'un qui est perméable. Il a l'impression de vouloir... Il se nourrit de ce qu'il croise et tout ça. Moi, c'est l'impression qu'il donne, en tout cas. Donc, ça fait partie. On en revient à... Je crois qu'il faut avoir quelque chose à dire en soi quand on s'exprime. C'est vrai qu'aussi, pour revenir peut-être sur... Du coup, quand on disait est-ce que les footballeurs ont quelque chose à dire et tout, parce qu'ils sont très jeunes, ils sont en centre de formation, je pense qu'aussi... Parce que tu disais qu'ils ont des choses à dire, ce qui est vrai, parce que c'est une expérience comme une autre. En soi, on peut chanter, on peut parler de ça dans ses textes et tout, c'est pas du tout illégitime comme type de chanson. Mais je pense que peut-être qu'existe un truc où, justement, comme ils sont dedans depuis qu'ils ont 12 ans, et qu'en plus, plus on grandit, plus ça s'intensifie, c'est-à-dire plus il y a plus de place pour autre chose. C'est qu'aujourd'hui, quand on lit des histoires de jeunes footballeurs, je pense par exemple à Désiré Doué, qui a déjà un rythme de vie depuis ses 15-16 ans, hyper carré, parce que c'est le moyen de performer au très haut niveau. Il faut être tout carré partout. Et donc, au-delà du fait que vite, on se retrouve peut-être à court de choses à raconter, c'est aussi peut-être qu'on n'a pas envie de raconter ces choses-là parce que c'est quelque chose, on est tellement dedans tout le temps. Est-ce que tu as vraiment envie de chanter sur ton métier ? Est-ce que tu as vraiment envie de chanter sur ce que tu vis tous les jours quand ce que tu vis tous les jours est pas forcément... je veux dire, il y a un moment où c'est tellement intense d'être un footballeur professionnel aujourd'hui, ça demande tellement d'efforts, tellement de régularité, tellement de discipline. Ouais, puis c'est sur un temps finalement assez court. En plus, les gens auront une deuxième vie tout le temps. Et du coup, c'est pour ça que Socrates, je sais plus, mais Gadjistani en tout cas, chante après. Par exemple, là, on citait l'exemple de Cantona. Cantona, il a commencé à tourner dans des films, au théâtre, maintenant il fait un peu de chansons, un peu de scène, etc. Après sa carrière. Et je pense que pendant la carrière, c'est pas forcément l'idée du siècle parce que tu peux être un peu limité, même s'il y a des contre-exemples. Par exemple, la Moeskin, on en parlait tout à l'heure. Mais je pense qu'après, par contre, un footballeur va avoir énormément de choses à raconter, quel que soit le média qu'il utilise. Je pense à, par exemple, il y a un moment, j'avais lu la biographie de Vikash Dorasso, qui racontait son... déjà, il y a son magnifique documentaire Substitute, mais là, c'est vraiment sur le football pendant la Coupe du Monde 2006. Mais il a aussi donc écrit une biographie où c'est drôle, chaque chapitre commence par une façon de raconter. Et en gros, il joue son dernier match au Havre avant de partir vers Lyon, je pense. Et
Oui, c'est chaque début de chapitre est une façon de raconter ça, de façon de dire, en fait, il se fait remplacer, son coach lui dit, mais va de l'autre côté du terrain, il se fait remplacer, donc il traverse tout le terrain sous les applaudissements du stade, et à chaque fois, il raconte ça d'une façon différente, en invoquant un sentiment, une façon de vivre la chose différente, et ensuite, il développe un peu là-dessus dans son chapitre, où il raconte donc sa vie progressivement du Havre, puis à Lyon, puis au Milan de Berlusconi, et voilà, la Coupe du Monde 2006, et puis le après, etc. T'as oublié Bordeaux et le PSG quand même. Oui, mais c'est pas des moments clés, enfin, bon, voilà, bon, bref. Et voilà, et du coup, je pense que c'est aussi intéressant parce que ça donne vraiment la vision que lui a de ce sport, de ce monde, comment lui a vécu ce que vivent les footballeurs professionnels, donc les blessures, les désillusions, mais aussi les joies, etc. Et il y a ce côté, est-ce que justement, une fois que ta carrière est finie, que tu prends un peu de recul sur ce que tu as fait, est-ce que tu peux pas, à ce moment-là, en parler et avoir justement des vues très intéressantes sur ta carrière, sur ton métier, sur ton sport, après. Ça, je pense que c'est même certain. Et puis même tout ce que tu développais ou que tu as pu apprendre de fibres qui étaient liées au football peuvent être développées ailleurs. Il y en a qui vont avoir la fibre artistique, d'autres qui vont avoir la fibre d'entrepreneuriat dans je ne sais quel développement économique. En tout cas, c'est pas rare. On appelle ça la petite mort. Les grands sportifs ou les sportifs qui ont fait une carrière professionnelle, qui sont pas amateurs, c'est-à-dire qui n'avaient pas un métier à côté, arrêtent souvent assez tôt quand même. Et assez tôt, ça veut dire qu'il faut une reconversion. Voilà, il faut se reconvertir en quelque chose, donc il faut raconter une autre histoire. Il y en a qui réussissent très bien, il y en a qui continuent dans le sport, il y en a qui font autre chose. Je pense que là, il y a autant d'exemples que de contre-exemples, parce qu'il y a autant de trajectoires que de singularités. Il y en a qui veulent rester, tu vois, entraîneurs, entraîneuses, il y en a qui veulent commenter, il y en a qui se révèlent être magnifiques dans les... Voilà, bon, c'est pas le super de la musique, mais voilà. Mais reconversion, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais c'est qu'on peut... D'ailleurs, je trouve que ça rejoint encore une fois. On fait que boucler sur Eric Cantona, qui, certes, dans un domaine un peu précis de la scène, du cinéma et tout, mais est quand même assez éclectique dans ce qu'il fait, dans le sens où il fait du théâtre, il a fait beaucoup de cinéma. Un vrai curieux. Des séries, maintenant il chante, etc. Donc il fait plein de choses dans le domaine de la création artistique qui sont très intéressantes. Très intéressante, et donc ça sous-entend que, alors qu'il a été dans un centre de formation à Auxerre et qu'il a une grande carrière de foot, où ça devait être quand même foot, je sais pas, tout d'un coup de se révéler connecté à d'autres éléments, quoi, je sais pas comment on peut dire. Et alors, je me suis raté, juste avant de conclure, je vous montre un livre qu'on a pas mal utilisé pour préparer cette émission, qui s'appelle Le Petit Manuel musical du football par Pierre-Étienne Minondio. C'est un très bon bouquin, si vous le trouvez, lisez-le. Il y a plein d'anecdotes super marrantes. Il y a plein aussi d'histoires très intéressantes sur les liens entre le football, la musique et tout. On n'a pas pu tout aborder parce que déjà, je pense qu'on a un peu dépassé ce qu'on s'était dit au début. Et puis parce qu'il y a 200 pages. Mais c'est un super bouquin. Si vous pouvez le trouver, lisez-le. Et puis Pierre-Étienne, si tu veux venir, pareil, hein, c'est avec plaisir. Voilà. Merci à vous deux, en tout cas. J'espère que tu as apprécié. J'ai apprécié discuter avec vous. J'espère que vous aussi. Écoutez, oui, grand plaisir. Bravo pour cette première. Je vous souhaite de longues émissions appel contre appel, avec peut-être des gens dont on a parlé aujourd'hui. Je vous le souhaite. Il y a sans doute plein de gens qui auraient des choses à dire. Emmanuel Petit, si tu passes par là. Viens avec plaisir. On se retrouve bientôt, nous deux. Ouais.